La semaine de la pop philosophie saison 15 présente Liberté, équité, solidarité. Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et pop à la fois. Du libre arbitre à l'éloge de l'inégalité, de la liberté du saumon au nouveau visage de la censure. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Les objets de nos collections que je vous présente ce soir en images constituent en réalité une partie d'un lot plus important qui a été proposé en don l'année dernière. Ce don avait été suscité à la suite de la visite de l'abécédaire des résistances, programmée de février à septembre 2021 dans la salle des collections du côté du Fort Saint-Jean. En effet, avec la lettre S de cet abécédaire était associé le mot solidarité et deux objets choisis dans les collections en guise de témoignage. Un t-shirt de SOS Méditerranée daté de 2018 et portant le texte de la Convention SOLAS de 1974 relatif à l'obligation pour tout marin de porter assistance et secours en mer à toute personne en détresse ou qui émettrait un SOS. Et figurait également avec le S de solidarité un disque enregistrement des derniers discours de Jean Jaurès, dont le très célèbre discours de Vèze du 25 juillet 1914. Les jeunes collections du Musée national des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée étaient bien en peine pour rendre compte de mouvements des années 1980, comme SOS Racisme en France ou Solidarnosc en Pologne. C'est ainsi qu'un ensemble d'affiches, de banderoles et d'épinglettes associées à des mouvements politiques de gauche en France et à Marseille pour les années 1970-80 ont pu rejoindre nos fonds à la faveur du don très généreux d'un visiteur de l'exposition qui se trouve être avec nous ce soir à l'auditorium. Alors parmi ces objets et documents, je souhaiterais d'abord présenter ces deux affiches éditées par le Comité pour le boycott des Olympiades de Moscou de 1980. À gauche, l'affiche conçue effectivement au niveau national, où là, on reconnaît la mascotte, l'ours Mishka, qui avait été dessiné comme, je cite, un ourson amusant par le très grand illustrateur russe Viktor Tijikov en 1977. Il est ici présenté en tenue martiale, portant bottes, casquette à visière, pistolet à la ceinture et fouet dans la main droite, à l'image du régime totalitaire de la Russie soviétique. Le symbole des Jeux olympiques, couronné de l'étoile russe, est mis à distance grâce à un motif de la scie de fil barbelé. Le dessin, au trait noir, est recouvert de slogans en rouge qui témoignent de l'opposition à la politique militaire et arbitraire de l'URSS soviétique. Les autres slogans encouragent quant à eux à un véritable élan de solidarité avec les peuples de l'URSS. À droite, la version de l'affiche telle qu'elle a été imprimée à Marseille, non loin d'ici d'ailleurs, près de la cathédrale de la Major, comme on peut le lire sur le côté. Cette version imprimée tient compte de la modification du dessin du visage du Mishka, dont le rictus souriant a été modifié au stylo bille sur l'affiche éditée par le mouvement Nyasunyal pour devenir un rictus sinistre, où l'on remarque clairement que la commissure des lèvres est étirée vers le bas. On peut dire que la version marseillaise est davantage empathique à l'encontre des sociétés civiles. Elle est également augmentée d'un slogan appelant à la fin de l'invasion militaire russe en Afghanistan qui date de décembre 1979. On peut donc la situer en début d'année 1980. Parmi le patrimoine mobilier qui nous reste des mobilisations politiques et sociales figurent bien sûr les fameuses épinglettes, ces pins en blanc et rouge. De format extrêmement modeste, puisque leur taille ne dépasse pas 5 cm de large, ces pins auront connu une immense postérité pour avoir été portés par des politiques, des artistes, des citoyens de très nombreux pays pour dire leur soutien à la cause et exprimer leur solidarité à Solidarnosc. L'économie de moyens, notamment par le seul contraste des couleurs et l'originalité du graphisme conçu par Jerzy Janicewski, donnent à ce mot une puissance expressive toute particulière. Ce logo, conçu pour le mouvement polonais Solidarnosc, créé à Nut, Sierpień, c'est ce qui apparaît sur l'épinglette à gauche, en bas, en réserve sur fond rouge, en 1980, est formé des 11 lettres du mot Solidarnosc,
soudées entre elles et serrées les unes contre les autres, comme les manifestants au premier rang du cortège. Le graphisme dynamique de ces lettres quasi vivantes fait ressentir immédiatement l'idée de solidarité. Forme et sens se confondent. On a affaire ici à un front commun où des membres de la société civile, tous différents, mais qui, riches de leurs compétences singulières, s'associent pour faire force. Ils incarnent un bloc uni contre le pouvoir central. L'une des lettres manifestant, le N, la première lettre de la négation, nie, non, brandit le drapeau polonais pour indiquer la nécessité de bien distinguer la société civile nationale de l'État polonais sous sa forme soviétique. Ce logo s'est trouvé ensuite systématiquement utilisé lorsqu'il s'agissait de communiquer sur les actions de ce nouveau syndicat. L'affiche du film de Serge Polzinski, sorti en 1981, en témoigne. Elle est conçue à partir du montage photographique de 2 vues en noir et blanc du mouvement ouvrier des chantiers de Gdansk et du slogan original en rouge et blanc en plus grand format au-dessus du nom du syndicat en français. Lorsque le Centre méditerranéen de création cinématographique décide de soutenir financièrement le film, le titre initial en était « Pologne, fil du rasoir ». Mais c'est le nom du syndicat qui l'a finalement emporté. Rappelons simplement ici que le Centre méditerranéen de création cinématographique, conçu par le Marseillais René Alliot et installé à Vitrolles, sur le domaine de Fontblanche, un ancien domaine agricole propriété de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, visait à mettre en œuvre, je cite, une production audiovisuelle hors de Paris. Et ce sont les termes propres qu'emploie René Alliot à l'époque. Entre 1979 et 1985, le Centre méditerranéen de création cinématographique a constitué une expérience originale et bien spécifique en matière de décentralisation culturelle. Espace de réflexion, de débat, mais aussi d'accompagnement et d'aide à la création, il a vraiment fonctionné comme un réseau d'entraide dans le Midi de la France entre réalisateurs et techniciens du cinéma pour des productions audiovisuelles de courts, moyens ou longs métrages. 13 longs métrages auront été soutenus financièrement par le Centre méditerranéen de création cinématographique entre 1981 et 1987, le dernier étant Santoine Ilois d'Agnès Varda, et le premier, donc, en 1981, le film de Serge Polzinski. Il faut également souligner la contribution d'un autre Marseillais au film, celle de Georges Boeuf, décédé à l'été 2020, qui a composé la musique de plusieurs films de René Alliot et qui compose ici une création originale pour accompagner les images de la lutte qu'il convient de faire connaître par le cinéma. Pour mémoire, rappelons simplement ici que Georges Boeuf avait fondé en 1969 le groupe de musique expérimentale de Marseille. Le principe d'un soutien complet à la production du film depuis Marseille et par une structure décentralisée, et non pas depuis Paris et le CNC, est manifeste enfin par le mode de diffusion du film qui a été assuré par le Centre méditerranéen de diffusion cinéma, qui relève de la même compétence, non seulement technique, mais aussi locale et décentralisée. Le monde des professionnels du cinéma tient donc une place toute particulière dans le soutien apporté au mouvement. C'est en réalité la démarche de la recherche-action élaborée dans les années 1968-70 qui se trouve mise en œuvre. Elle permet de voir associer une prise de conscience citoyenne avec le souci de témoigner avec empathie par la création audiovisuelle. Et puis d'organiser la mise en production, la diffusion, la projection et surtout le partage avec les sociétés civiles, localement et au niveau mondial. Justement, cette affiche, à la gamme chromatique limitée au rouge et blanc, permet d'aborder le rôle des réseaux de solidarité qui s'organisent en France et plus spécifiquement à Marseille pour partager, faire connaître et protéger au niveau international l'action de Solidarnosc. Cette affiche est celle de l'annonce d'une programmation culturelle durant une dizaine de jours à partir de la mi-février. Plusieurs moments se succèdent. La projection du film d'André Vajda, L'Homme de fer, qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en mai 1981. Un débat après l'une des projections avec le comédien du film, André Sévérine. Un meeting au Tourski, théâtre pour lequel nous avons une pensée toute particulière cette semaine. Meeting en présence d'un représentant de Solidarnosc. Un repas polonais et un concert de musique classique par l'orchestre de musique de chambre de La Ciotat à l'église des Chartreux. L'ensemble est organisé par la coordination Solidarité avec Solidarnosc, soutenue par plusieurs syndicats, des associations et des partis politiques de gauche.
Cette affiche permet d'attester en fait de la très grande vitalité d'un réseau intellectuel, artistique et politique en ce début des années 1980 à Marseille. Les organisateurs et les acteurs de cette programmation culturelle tendent la main, ou les mains, comme cela est représenté sur l'affiche, à ceux qui se trouvent derrière le rideau de fer, incarné ici par cette dernière main tendue entre les barreaux que l'on voit sur la droite de l'image. On peut situer cette affiche à l'hiver 81-82, après la promulgation en Pologne de la loi martiale en décembre 1981. À l'annonce de l'interdiction du syndicat, de nombreux soutiens s'organisent un peu partout dans le monde. En France, à Paris, la Cinémathèque française et la Société des réalisateurs de films avaient organisé en janvier 1982 une semaine de la solidarité avec la Pologne. On peut aisément considérer que l'affiche du MUSEM correspond à une programmation de nature comparable et juste décalée de quelques semaines. Enfin, pour conclure la présentation de cette série d'affiches, voici celle qui est imprimée en quadrichromie sur un papier glacé de bien plus grande qualité que les papiers utilisés pour les affiches précédentes et selon un format à l'italienne. Elle a été imprimée en territoire grenoblois et porte la mention orthographe-graphisme, structure technique installée sur la commune de Vif. Une affiche comparable est conservée dans la collection de la Contemporaine à Nanterre. L'édition est toujours assurée par les comités Solidarité à Solidarnosc et le visuel historique de Jerzy Janicewski a été ici retravaillé. Le drapeau polonais est remplacé par une pousse végétale effoliée en vert, témoignant d'un avenir nouveau, désormais possible, et rendant immédiatement compréhensible la victoire et le succès du mouvement à partir de 1983 et surtout après les élections de juin 1989. L'action collective portée par un syndicat devient une réalité politique avec l'élection de 161 députés, soit plus d'un tiers de l'hémicycle et de 99 sièges de sénateurs sur 100. Les élections de décembre 1990 marquent surtout l'arrivée au pouvoir par les urnes de Lech Walesa, électricien, cofondateur du premier syndicat libre en Pologne, Solidarnosc, qui fut interdit pendant 16 mois et dont les actions de résistance furent relayées au niveau international. Lech Walesa devient ainsi le premier président du pays élu au suffrage universel en remplacement du général Jaruzelski. La vitalité gagnée tranche nettement avec la rudesse des images en noir et blanc et des affiches précédentes où prévalait une nécessaire économie de moyens. Cette image, que l'on peut situer au début des années 90, témoigne enfin de la fertilité de l'action collective, où les lettres manifestants sont resserrées pour protéger et faire émerger un nouveau cycle de vie. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous et à toutes. On va continuer à discuter autour de ce mouvement Solidarnosc après ce documentaire qui était très intéressant de voir comment retracer un peu l'histoire justement de ce mouvement. Je suis Émilie Zapalski, journaliste, mais je suis surtout entourée de Michel Vivorka, sociologue. Vous allez nous expliquer pourquoi justement parler de Solidarnosc. Et puis de Konstanty Gebert, vous êtes reporter international, chroniqueur au grand quotidien polonais Gazeta Wyborcza. Ciao, on va le dire à la polonaise. Et voilà, déjà, on va essayer de retracer un petit peu quelques éléments de Solidarnosc, quelques questions autour de ce mouvement pour se donner une idée encore plus précise suite au documentaire. Mais première question, c'est pourquoi vous, on imagine un peu mieux ce qui vous lie finalement au mouvement. Peut-être je commence par vous. Bon, merci, bonsoir. Moi, je suis sociologue des mouvements sociaux. Et je terminais une recherche sur le mouvement ouvrier en France quand apparaît Solidarnosc. Alors, pour un sociologue des mouvements sociaux, il n'y avait pas mieux. C'était ce qu'on peut appeler un mouvement total. Parce que c'était un mouvement ouvrier, on a encore vu ces images, avec les Wałęsa, avec les chantiers navals. Et c'était un mouvement ouvrier impressionnant, premièrement. C'était en plus un mouvement porté par une conscience nationale ouverte. Ce n'était pas du tout des nationalistes chauvins, sinon à la marge. Donc c'était magnifique. Et c'est ce qui conduisait à la solidarité. Cette identité, cette conscience nationale était elle-même associée à une forte religiosité catholique. Et enfin, c'était un mouvement démocratique. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui ne voulait absolument pas prendre le pouvoir d'État, faire une révolution. C'était pas du tout des léninistes, c'était même des gens qui étaient contre
tout ça. Donc, j'étais à l'époque dans l'équipe d'un sociologue français qui est mort il y a quelques semaines, Alain Touraine, avec qui je travaillais. Je suis allé le voir avec d'autres amis et on lui a dit il faut faire une recherche en Pologne. Voilà comment je me suis retrouvé là-bas. Donc vous avez vraiment investigué sur tout ce mouvement sur le plan sociologique. Sociologique et amical. C'est pas hasard si quand je suis ici avec Kostek Geber, je suis tellement heureux parce que c'était un mouvement. Le mot solidarité, qu'est-ce que c'était bien choisi. Parce que c'est un mouvement où il y avait vraiment beaucoup de relations interpersonnelles entre beaucoup de gens dans un pays qui jusque-là semblait totalement atomisé. Alors et vous, Constanti, vous étiez partie prenante du mouvement, vous avez intégré directement ce mouvement, attiré par justement la promesse finalement. Nous avons commencé dans la fin des années 70 à créer un mouvement d'opposition démocratique très limité et franchement sans grand espoir. La chose marrante, c'était que tout le monde était d'accord avec nous. Quand je distribuais nos journaux clandestins, les gens, qu'ils soient communistes ou non, disaient oui, bravo, le communisme, c'est une ignominie, c'est horrible que nous devons vivre dans cela. Ceci dit, écoute, grandis un peu. Enfin, ça ne va pas se terminer du jour au lendemain. Ce n'est pas toi et 3 autres étudiants qui vont abolir l'Union soviétique. Alors oui, bien sûr que vous avez raison, mais ça ne change rien. Et effectivement, c'est plus ou moins comme cela que nous le voyons. On faisait ce qu'on faisait par défi moral, par dégoût plus qu'autre chose, mais sans vraiment l'espoir de voir changer les choses. Et puis, au bout d'une grève très impressionnante à Gdańsk, on se retrouve 10 millions. Il y a cette phrase fameuse quand la Chine a été acceptée comme membre de l'ONU sur motion albanaise. On disait que les Albanais avaient le sentiment d'être une souris qui a donné naissance à une montagne. Et c'est un peu comme cela que nous nous sentions. Ceci dit, Michel, tu nous idéalises un peu. C'est normal, parce que nous, on le voit de plus loin et qu'il y a cette part un petit peu de projection qu'on a fait. Solidarność, ce n'était même pas un syndicat, c'était la nation organisée. Le costume syndical était secondaire, était important parce qu'il y avait des vraies revendications syndicales, mais on a adopté ce costume parce que c'était le seul qui était disponible dans le vestiaire. Et on était bien sûr nationaliste et pas si gentil que tu le dis, spécialement avec le passage du temps, le caractère nationalisme dur d'une partie du mouvement s'est révélé, mais la chose la plus importante peut-être, on s'est mal nommé. On aurait dû se nommer fraternité et non pas solidarité. Parce que la solidarité, c'est un mouvement où la nature du lien est civique. Je te soutiens parce que je pense que tu as raison, ou au moins je te soutiens parce que je pense que tu as le droit de revendiquer. La fraternité est un mouvement où le lien est basé sur l'identification. Tu es mon frère, tu es de mon sang, donc je te soutiens. Et la nature du lien dans Solidarność était ethnique, elle n'était pas civique. Ça faisait sa force, mais aussi sa faiblesse. Et juste pour revenir justement sur la situation, on l'a vu dans le documentaire, mais pour rappeler un petit peu, donc il y a cette influence soviétique, vous le dites, hein, il y a le rapport avec le Parti communiste, parce qu'il faut bien voir la situation pour comprendre pourquoi ça a pris aussi vite. Vous l'avez dit, en quelques mois, 10 millions de membres. Comment on explique justement, par rapport à cette situation, tout d'un coup ça prend cet élan de fraternité ou de solidarité qui agrège énormément de gens. Si on revient justement sur cette situation et les ressorts qui ont permis ce mouvement de s'expandre comme ça, de se développer. En 1939, la Pologne s'est fait envahir par l'Allemagne, a perdu son indépendance. En 1944, les Russes ont chassé les Allemands et les ont remplacés. Ceci dit, bien sûr,
On était immensément heureux d'être libre de la domination allemande, et la domination russe était incomparablement meilleure, mais on restait un pays non souverain, non indépendant et occupé. Et donc la première revendication de Solidarność, qu'on ne pouvait pas articuler, mais qui était évidente pour tous, c'était les Russes d'or. On veut reprendre notre pays. Et c'est justement cela que nous savions qu'était impossible. Et Michel, quel regard vous avez justement sur ce mouvement et les ressorts qu'il a pu utiliser pour se développer si vite? Alors bon, je ne vais pas polémiquer avec quelqu'un qui en plus connaît les choses beaucoup mieux que moi. Mais pendant 40 ans, ou 40 ans, il y a eu 35 ans, il y a eu un certain nombre de protestations, de contestations, de sensibilités qui sont exprimées, mais chacun de son côté. Le film L'Homme de fer, c'est pas un grand film du point de vue cinématographique, mais comme sociologue, je peux vous dire, c'est superbement bien pensé. C'est un film qui dit, il y a d'un côté des révoltes ouvrières, 56, 70, bon. Il y a d'un autre côté des démocrates qui se réunissent, qui font un comité de soutien aux ouvriers, etc., ce que Kostek a un peu incarné d'une certaine façon. Mais ça apparaît à d'autres moments, ou pas forcément dans la même temporalité. Et puis il y a cette conscience nationale qui, il faut le dire maintenant, qui se sent boostée le jour où un pape polonais, et pas n'importe lequel, se retrouve au Vatican. Et là, la visite du pape en Pologne, je peux vous dire, c'était un moment... bon. Et donc, c'est là où je ne veux pas du tout contester ce que dit Kostek, mais je pense vraiment que c'est parce qu'il y avait les trois ingrédients, et pas simplement le vêtement social. Il y avait les trois ingrédients qui étaient séparés au départ, et qui, un beau jour, se retrouvent ensemble, comme ça. Après tout, Wałęsa est très catholique. J'ai connu son confesseur, qui était un homme très réactionnaire, Jankowski, c'est ça, Père Jankowski. Bon. Et il était ça. Et puis, mais il a écouté les démocrates, il a écouté les Guérémec et autres. Bon, tout ça a marché. Alors, pour aller dans ton sens maintenant, Kostek, ça c'est au début. Et c'est quand cette espèce d'immense chape se défait d'un coup. Parce que c'est pas rien, 10 millions de personnes qui rejoignent un syndicat, je ne sais pas si vous vous imaginez, et qui le rejoignent par conviction, pas pour toucher la sécurité sociale. Donc d'un seul coup, et c'est magnifique. Le début, enfin, je l'idéalise un peu, mais et puis vont venir les difficultés, et ça va se transformer. Des difficultés politiques, le pouvoir a l'air par moments de se ressaisir, des difficultés économiques, il n'y a plus rien à manger, il y a des gens qui font des marches de la faim. Ce n'est pas du tout la même chose que créer un syndicat libre. Hein, des femmes en particulier qui disent on n'a plus rien à manger, qui marchent dans les rues. Bon. Et apparaissent, alors là je vais encore plus dans le sens de Kostek, apparaissent des vrais Polonais, alors mettez bien des guillemets, y compris au sein du mouvement, des vrais Polonais, c'est-à-dire là des vrais nationalistes, vraiment d'une très très à droite, et apparaît même un tout petit peu d'antisémitisme dans ce mouvement qui au départ ne le laissait absolument pas apparaître visiblement. Donc je suis d'accord, il ne faut pas idéaliser, je pense aussi que ça a évolué dans le temps, mais que... Si il y avait un bel élan. C'est quand même un élan extraordinaire, et un mélange, et c'est ça qui est fascinant. Moi je me sens assez loin du pape, de Vatican, mais sans ça, on ne comprend rien. Et il faut avoir plus que du respect pour ça. Et alors justement, si on revient au démarrage, parce qu'en effet, il y a ce bel élan, il y a ce bon moment, il y a tous ces groupes qui s'agrègent pour faire une révolte donc à travers le mouvement. Et les revendications étaient, comme vous l'avez dit, c'était pas de faire la révolution, c'était des choses assez simples, hein, avoir des syndicats libres, indépendants. D'ailleurs, c'est ce qu'ils réussissent finalement à avoir. Donc c'était des revendications assez pragmatiques par rapport au travail des ouvriers, des ouvrières et tout ce qui constituait ce mouvement. On se concentrait sur le faisable. C'est pas qu'on ne voulait pas des élections libres, mais c'était assez évident que tant que l'Union soviétique existe, elles n'auront pas lieu. Au contraire, elles peuvent servir de prétexte pour une répression beaucoup plus musclée que d'habitude. Donc ça n'existait pas dans la liste des revendications. Syndicat libre, si,
Et ça, c'était le génie de Lech Wałęsa, parce que les conseillers démocratiques, Geremek, Mazowiecki et autres, lui expliquaient que ça ne passera pas. Les communistes ne peuvent pas accepter un syndicat libre, ne peuvent pas accepter un mouvement social qu'ils ne contrôleront pas. Donc, ça n'a aucun sens. Vous pouvez mettre ça comme un mouvement tactique pour ensuite le retirer, mais ça ne marchera pas. Et Wałęsa les écoutait très calmement et puis il disait « Oui, vous avez raison, on garde le postulat des syndicats libres ». Et il a eu gain de cause. Et bien sûr, c'est ça qui a fait la force du mouvement. Des demandes réalistes, des demandes qui étaient, qui allaient au-delà de ce qu'on pouvait espérer, mais qui restaient réalistes par rapport à la situation politique. À l'époque, j'étais enseignant, je suis psychologue de formation, donc j'enseignais la psychologie à la faculté de médecine à Varsovie. Et pendant la réunion où nous avons créé notre organisation de Solidarność à l'Académie médicale, on a eu toutes sortes de revendications, donc pas de censure, élection libre du président de l'université, hausse des salaires, etc., etc. Et il y avait un vieux monsieur qui a ajouté et mettez sur la liste qu'il répare finalement l'ascenseur dans le préfectorium. On l'a engueulé comme c'est pas possible. Écoute, mais c'est l'histoire qui se passe. Toi, tu me casses les pieds avec un ascenseur. Et il a dit, il n'y aura pas des élections libres, il n'y aura pas des hausses de salaire, mais les rouges ont peur, il y a une chance qu'ils réparent l'ascenseur. Et effectivement, l'ascenseur avait été réparé. Est-ce que ça tient aussi aux figures de Solidarność, et l'une des principales, Lech Wałęsa, qui a su comprendre comment il fallait communiquer, parce que c'est vrai qu'il y a une partie de communication, et on l'a vu tout à l'heure avec les affiches, avec ce logo qui est très frappant, très simple, mais en même temps très marquant. Il y a eu aussi cette idée, et on le voyait dans le documentaire, de simplifier, de ne pas aller avec trop de demandes, d'essayer de sélectionner, et ça a été un travail assez important pour se dire sur quoi on se base pour nos revendications. C'est lui aussi, je vous le pose à tous les deux, la question, ça tient aussi à cet homme-là qui après a été président de la Pologne. Je l'ai vu une fois en tête-à-tête. On était trois. Et il nous a dit, écoutez, vous pouvez raconter beaucoup de choses sur le mouvement social, l'action collective, le pape, etc. Mais il arrive un moment où moi, j'étais tout seul face au ministre. Et il fallait que j'arrache la décision. Alors, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais il incarnait vraiment ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire, il y a aussi une part de génie personnel, de talent. À un moment donné, il a su saisir, l'histoire passait, il a su la saisir. Et il semblerait que le ministre, dont j'ai oublié le nom, avec qui il négociait, était juste, c'était juste le seul moment où on aurait, 2 jours plus tôt ou 2 jours plus tard, ça n'était plus possible ou ça n'était pas possible. Enfin, il y a eu un moment singulier et une personne singulière. Les sociologues, ils n'aiment pas tellement qu'on leur dise que c'est les grands hommes qui font l'histoire. Mais je crois qu'il y a quand même une part d'équation personnelle qui en fait aussi un homme pas très tendre. Parce que j'ai pas vu ce film-là, mais il se débarrasse de Valentinovic, il se débarrasse de la personne qui aurait pu avoir le même rôle que celui qu'il a eu. Et c'est assez sévère, hein, c'est pas, on rigole pas. C'est ce que c'est que le pouvoir. Donc du charisme, on le voyait dans le film, il disait, enfin, quand la négociation dure, et lui il dit, bah, moi j'ai tout le temps, il y a une espèce il tient tête toujours, avec beaucoup de calme. On a eu immensement de chance de l'avoir comme leader. Il a un instinct politique et c'est ça qui a sauvé le mouvement plusieurs fois. Et il a payé, et nous avons tous payé le prix, il a eu raison trop de fois. Finalement, il a commencé à croire qu'il a raison, un point c'est tout. Et ça peut arriver à tous les hommes politiques, mais c'était assez décevant de voir cela arriver. Mais heureusement, c'est arrivé après la victoire, quand il était seulement président de la République. C'était sans importance. Il était un atroce président de la République. Je ne voterai jamais pour lui. Je ne suis pas président du conseil de l'immeuble. Mais c'est sans importance. Parce que ce qui restera dans les manuels scolaires dans 50 ans,
c'est ce ouvrier moustachu qui, sans verser une goutte de sang, a renversé le communisme. Et ça, bien sûr aussi, c'est une simplification extrême, mais ça va rester, et c'est juste que ça reste. Et non, il n'était pas démocrate pour dessous, mais il n'était pas antidémocrate non plus, il était adémocratique. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. La citation fameuse, c'est mais on disait que ça va être la démocratie et tout le monde raconte tout ce qu'ils veulent. Oui, mais on a eu de la chance immense de le voir comme leader. Et vu qu'il est devenu une blague, une plaisanterie, il s'est ridiculisé tellement de fois que personne ne le prend au sérieux. Et nous voyons donc ce clown politique que nous rencontrons aujourd'hui. Mais derrière lui, il y a le personnage pivotal de la fin du XXe siècle, sans lequel, enfin, il n'est pas donné que ça finisse pacifiquement. Ça aurait pu finir comme en Roumanie. Et c'est à lui, entre autres, que nous devons le fait qu'on a pu choisir finalement un cours avec très peu de violence, et cette violence ne venait pas de notre côté. Cette caractéristique non violente, c'est vrai qu'on le voit dans les images, ça a dû participer justement à ce mouvement. Et est-ce que ça a participé au soutien? Parce qu'il y a eu des soutiens, vous parliez du pape aussi qui avait un petit peu fait le terreau de Solidarnosc en disant n'ayez pas peur, donc allez-y. Il y a eu d'autres soutiens aussi, parce qu'on voyait ce mouvement comme quelque chose, il y a eu du soutien, il y a eu des échos, et en France notamment. Comment on l'explique ça? Comment ça pouvait toucher alors qu'on n'était pas du tout dans la même situation politique? Alors, je vais vous apporter ma réponse, mais en vous disant que le soutien n'a jamais été aussi fort que le jour où Jaruzelski a dit « moi, j'arrête tout ça ». On a parlé de coup de force. Et dans la nuit du 13 décembre 1981, il a fait arrêter 12 ou 15 000 responsables, sympathisants, etc. du mouvement. Et il a emprisonné, c'était fini. Et c'est là où le soutien n'a jamais été aussi fort. Mais il existait. D'autant plus que c'était un mouvement qui était pacifique, donc ça faisait un contraste assez important. Exactement. Mais le soutien existait déjà avant. Alors quels sont les... Dans un pays comme la France, je ne connais, à part peut-être l'Italie, aucun pays où il y a eu un tel soutien. Et il faut voir pourquoi. Premièrement, la France, fille aînée de l'Église, c'est un pays catholique. La Pologne, profondément catholique. Donc des réseaux catholiques, pas seulement la foi, mais des réseaux catholiques se sont mobilisés. Les uns progressistes, les autres plutôt réactionnaires. D'ailleurs, c'était très intéressant. Premièrement. Deuxièmement, et c'est plus important, je pense, la France aussi vivait le déclin historique du communisme. Et elle le vivait au moins sur deux registres où les choses sont très spectaculaires. D'une part, elle le vivait syndicalement. C'est l'époque où la CFDT, vous savez, la CFDT, ça a été créé en 64, c'est récent. C'est l'époque où la CFDT s'affirmait avec un leader qui était un grand monsieur, Edmond Maire, les plus anciens d'entre nous se souviennent vraiment certainement de lui. Et la CFDT, c'était un syndicalisme non communiste et même anticommuniste. Et donc, ce mouvement, où tout le monde comprenait bien ce qu'a dit Kostek il y a un instant, ce mouvement, on ne le comprend pas si on n'a pas en tête qu'il s'agissait d'en finir avec une domination qui était à la fois communiste et étrangère. Ça faisait beaucoup à la fois. Bon. Et non démocratique, évidemment. Et donc, en France, le syndicat CFDT s'est senti des ailes avec ce mouvement, parce que ça lui permettait en plus de se démarquer de la CGT, à l'époque principal syndicat, très lié au Parti communiste. Bref, l'anticommunisme social, syndical. Et troisièmement, il faut voir aussi le mouvement des idées de cette époque-là. Ça avait commencé de façon visible, à mes yeux, en 1974 ou 1975, autour de Solzhenitsyn. Les Français, au début, à gauche, hésitaient à soutenir Solzhenitsyn. Il y a eu d'immenses discussions, par exemple, au sein de la rédaction du Nouvel Observateur. Je crois qu'ils sont partenaires de cette initiative. D'immenses discussions. On écoute Solzhenitsyn ou on ne l'écoute pas? Les Français, à l'époque, ne voulaient pas lire, dans le monde intellectuel, philosophie, ne voulaient pas lire Hannah Arendt. Pourquoi? Parce qu'Hannah Arendt, elle disait que le totalitarisme, pas tout à fait comme je vais vous le dire, bien sûr, enfin, Hitler et Staline, c'est la même chose. Enfin, il y avait le phénomène totalitaire était aussi bien communiste, bon, et ça plaisait pas
jusque-là aux Français. On découvre Hannah Arendt dans ces années-là. D'ailleurs, des secteurs proches du catholicisme de gauche, de la revue Esprit. Et les choses s'étaient beaucoup accélérées. Et c'est je peux me tromper d'année, mais grosso modo en 78 ou en 79, qu'apparaissent les nouveaux philosophes. Des gens qui disent, nous on vient du gauchisme, du communisme, de toutes ces choses-là. C'est fini. C'est fini. On met tout ça à la poubelle de l'histoire. Il y avait donc eu tout un mouvement d'idées. Et Solidarność, c'était formidable parce que ça donnait une légitimité sociale à l'abandon, si je peux dire, du communisme. Donc, ma réponse, elle est catholicisme plus anticommunisme côté syndical et anticommunisme dans la vie intellectuelle. On en a entendu tout à l'heure des illustrations avec ce qui nous a été dit, et où on voyait en même temps des choses qui n'étaient pas forcément totalement anticommunistes. C'était très difficile d'être à la CGT, d'être communiste, et de ne pas avoir quand même une certaine sympathie pour Solidarność. Moi, j'ai connu des gens très embarrassés. Comment vous avez vu, vous, cette vision du mouvement de l'extérieur et ces soutiens qui étaient apportés à ça? C'était assez schizophrène, parce que d'un côté, on se sentait que nous sommes l'événement le plus important de l'histoire du monde, bien sûr. Et bien sûr, le monde entier nous doit son soutien. C'est l'évidence même. Et de l'autre côté, il était assez évident que les Français n'ont rien à gagner en soutenant Solidarność. Donc, s'ils le font, ils le font par solidarité. Et ça a impressionné. Dans ma génération, au moins, il y a un sentiment de francophilie politique qui a survécu malgré les vicissitudes des relations de nos deux pays. Et ça remonte, oui, à l'enquête que toi, tu as fait avec Alain Touraine, la présence intellectuelle des Français dans ce mouvement et le fait que les Français vivaient leur dégel. Parce que franchement, des philosophes sortis du communisme qui disaient tout ça à la poubelle, nous l'avons fait avec 20 ans d'avance, disons. Mais ça n'avait pas la même importance. La France était toujours le pôle de référence intellectuelle. Et donc, si notre combat vous légitimisez, votre soutien intellectuel nous légitimisez. Ceci dit, rien n'est parfait. Je me souviens de la petite phrase de Pierre Mauroy à l'Assemblée nationale, après le coup du général Jaruzelski, les Américains faisaient pression pour que la France abandonne son contrat de gaz avec l'Union soviétique. Et Mauroy qui disait « Mais pourquoi aux souffrances du peuple polonais privé de sa liberté ajouter les souffrances du peuple français privé de son gaz ?» Ça n'a pas été très bien reçu. Hein. Et si on se replace, alors après coup, petit à petit, vous l'avez dit, il y a eu des choses obtenues. Ça serait bien de rappeler un petit peu ce que vous avez obtenu dans ce mouvement, notamment les syndicats libres, et puis ce que vous retenez de positif, avant de venir un peu à des choses plus compliquées, mais entre les mesures, tout ce qui a été obtenu dans les négociations, et puis ce que vous retenez de positif dans ce mouvement, dont on a déjà parlé, parce que ça fait partie des ressorts de son développement, mais vous, à titre personnel. Bon, d'abord, c'était la dignité. Le régime humiliait tout le monde. Il était fondé sur l'humiliation et le sentiment d'impuissance. Et Solidarité redonnait dignité à ses membres. Et j'avais animé plusieurs réunions de création du syndicat dans diverses usines à Varsovie. Et c'était toujours la même chose, ce soin extrême d'être sûr que tout le monde a pu se prononcer, que toutes les questions sont débattues, que personne n'est resté sans prendre la parole s'il voulait. Et on parlait de la révolution des têtes levées après qu'elles ont été abaissées pendant si longtemps. Et l'autre élément que je trouve fondamental, c'était justement la non-violence. Après le coup du général Jaruzelski, mon premier travail dans la clandestinité, c'était de retrouver des jeunes ouvriers qui avaient
porter du dynamite en dehors de l'usine et ensuite nous ont contactés pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire sauter. Ce qui est plus ou moins la réaction polonaise caractéristique à toute oppression. Bon, on attaque, on fait sauter, on se bat. Et mon job, c'était de les convaincre de ne rien faire sauter et ensuite de remettre le dynamite à l'usine parce que sinon, peut-être, il tomberait dans d'autres mains. Et franchement, il était très facile de porter des choses en dehors de l'usine parce que la direction s'attendait à ce que les ouvriers volent. Avec les salaires qu'on leur paye, il était impossible de se maintenir. Et puis, quelqu'un qui vole, ce n'est pas quelqu'un qui va résister, hein, c'est quelqu'un qui est déjà corrompu. Mais il était extrêmement difficile de porter des choses dans l'usine, vu que cela pourrait être des tracts, des journaux clandestins, etc., etc. Et nos braves ouvriers ont dit que non, ils ne vont pas prendre le risque. Et j'ai dû porter ce dynamite moi-même, usant un subterfuge que je ne vais pas décrire, ça peut toujours servir, mais sachant que si jamais ils me prennent, jamais je ne pourrais expliquer ça. Militant de Solidarność clandestine arrêté en train de porter dynamite à l'intérieur de l'usine. Enfin, je pourrais causer tant que je voudrais, personne ne me croirait que ce n'était pas un attentat. Et cette non-violence, qui a vraiment changé un élément de l'ADN politique du pays, me semble être une réaction à l'immense violence de la Deuxième Guerre et surtout à la légende nationale polonaise, l'insurrection de Varsovie, où la ville s'est levée contre les Allemands et nous avons perdu 200 000 habitants dans l'espace de 63 jours et la ville capitale. Et après ça, on s'est dit, bon, c'est fini le mourir debout. On préfère plutôt vivre à genoux. Et c'est grâce à cela que Solidarność a été possible. Parce que les militaires s'attendaient à une résistance violente. Rien qu'à Gdańsk, ils avaient préparé des hôpitaux de campagne avec 3000 lits. C'était le nombre des victimes à laquelle ils s'attendaient. Et on ne les a presque pas résistés physiquement. Donc, ils ont sorti leurs chars un peu partout. D'accord, ils ont gagné. Et après la victoire, on fait quoi exactement? Ces chars ne convainquent personne, ne produisent rien. Si on les avait résistés, bon, je ne serais certainement pas ici à vous en parler. Et peut-être que le général Jaruzelski serait mort comme dictateur de la Pologne communiste, toujours présente. Je trouve que ce virage vers la non-violence est un des plus grands succès polonais du XXe siècle. Votre œil de sociologue, justement, Michel Vivorka, sur les réussites, en fait, ce qui reste de positif. Je vais aller dans le même sens, je vais le dire un petit peu autrement, mais tout à fait dans ce sens-là, avec 3 points. Trois exemples, des choses concrètes. Premièrement, en septembre 81, je crois, ou peut-être octobre, il y a eu le seul congrès de Solidarność comme syndicat libre. Août. C'était en août, enfin c'était à la fin de l'été en tout cas. Bon, j'y étais et j'ai assisté un moment à quelque chose d'extraordinaire. Wałęsa disant quelque chose comme « La démocratie, c'est ennuyeux, ça nous fait perdre du temps, mais il faut le faire ». Et prenant les urnes, ils devaient voter pour je ne sais plus quoi, montrant qu'elles étaient vides, qu'elles n'étaient pas bourrées, et faisant passer effectivement, je sais pas, une demi-journée à voter pour des choses que des gens un peu plus expéditifs auraient réglées en quelques minutes. Donc la démocratie, déjà avant le coup de force de Jaruzelski. La deuxième chose qui m'a frappé, je raconte de façon personnelle, mais j'ai eu personnellement l'occasion de fréquenter un petit peu quelqu'un qui était un collègue sociologue qui avait un pied du côté du mouvement et un pied beaucoup plus solidement installé du côté du pouvoir et qui a été un des 10 ou 12, je ne sais plus combien ils étaient, signataires du document qui autorisait Jaruzelski à faire ce qu'il a fait dans la nuit du 13 décembre, d'un homme important. Je dîne chez lui peut-être 3 semaines avant ou 1 mois maximum avant le coup. Et on est 3 ou 4 et on lui dit, alors dites-nous, comment tout ça va-t-il se terminer? On sentait bien,
il y avait de l'épuisement, il y avait de la tension, il y avait des problèmes. Ah, il nous dit, c'est très simple. Un soir, les forces de l'ordre arrêteront à peu près 15 000 membres de Solidarność, les mettront en prison et ce sera terminé. J'avais entendu déjà une fois ou deux, quand j'y pense après coup, des gens me dire ce genre de choses. En particulier, dans un des groupes de recherche que j'avais animé, la femme d'un chef de la milice locale d'une petite ville dont... Bon, peu importe. Et donc, j'avais entendu... Eh bien, chaque fois que des gens m'avaient parlé comme ça, j'étais comme la grande majorité des gens de Solidarność, je l'oubliais aussitôt. Quand on a l'esprit démocrate, on ne peut même pas entendre l'hypothèse de la non-démocratie et de la violence. Et donc oui, ce mouvement a montré qu'on pouvait être profondément démocrate et réticé à toute violence. Il y a eu, je crois, quelques morts dans une mine, des mineurs qui sont plus ou moins retrouvés pris dans une souricière, mais il n'y a pas eu de violence, effectivement. C'est un mouvement qui a résisté, pourtant. Une énorme résistance, mais non violente. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas seulement la démocratie et la non-violence. C'est un mouvement qui a montré à la face du monde que le communisme réel, c'était fini. Parce que c'était un peu, vous savez, ces dessins animés où on voit une maison, mais elle est tellement bouffée par les termites que, paf, d'un seul coup, elle tombe. Eh bien, Solidarność, ça a été le mouvement qui a dit, voilà, la maison communiste, elle est bouffée par les termites et elle va s'effondrer. Et c'est très, très spectaculaire, puisque finalement, ça n'est pas un leader communiste sorti des rangs d'un mouvement communiste. Non, c'est un militaire, c'est une junte. Le communisme était devenu une junte militaire et rien d'autre. Plus personne n'y croyait, pratiquement. Et donc, c'est ça aussi l'importance de ce mouvement démocrate, non violent, et disant c'est fini le communisme réel. Et je pense que ça restera ça aussi, l'importance historique de ce que ça a pu signifier dans le monde entier. Et au-delà de ça, le mouvement a pris fin à un moment. Est-ce que ça veut dire qu'il avait fait le travail, qu'il était allé au bout de ce qu'il pouvait faire? Est-ce que ce mouvement n'avait pas vocation ou ne pouvait pas résister plus longtemps et perdurer, devenir, je ne sais pas, une offre politique? On ne pouvait pas imaginer tout ça? Non. Non, parce que la force du mouvement, c'était d'identifier le but principal et intégrer tout le monde autour de ce but principal. Et le but principal, c'était les communistes dehors. Et ça unissait tout le monde, les catholiques et les athées, les gauches et les droites, les professeurs et les paysans, etc., etc. Parce que face à cet objectif, nos petites différences étaient sans importance. Mais une fois que nous avions gagné, que ce but central a été acquis, le mouvement s'est mis à penser, logiquement, alors quel est le but central maintenant? Et l'idée que la démocratie consiste dans l'absence d'un but central. L'idée que la démocratie consiste dans la légitime différence des intérêts qu'il faut négocier était totalement étrangère au mouvement. Il a dû s'écrouler, il était trop puissant pour qu'on le simplement mette à la retraite. Il a dû s'écrouler et perdre malheureusement toute sa crédibilité morale pour que de ces décombres puissent pousser une vie démocratique, politique normale. Mais il n'y avait aucune possibilité pour que Solidarność, même changé, même muté, puisse survivre en démocratie. Finalement, le choix serait entre Solidarność et démocratie. Et nous avons fait le choix, encore que ça nous brisait le cœur à tout le monde. C'était tellement beau et tellement inspirant. Et nous avions vraiment pensé que nous avions ajouté quelque chose au patrimoine humain. Mais ce quelque chose, fallait s'en débarrasser pour pouvoir progresser. Une espèce d'action coup de poing pacifique, mais qui n'est pas amenée à durer parce qu'elle a un seul but et qu'après, hop, elle se dissout directement.
Si on prend un peu de recul, alors je sais que c'est compliqué, mais quand on parle de mouvements sociaux, on en a eu en France aussi, et dernièrement, si on pense aux Gilets jaunes, on voit que ça a été violent, mais ça prend pas plus longtemps. On voit qu'il n'y a pas. Ma question, c'est est-ce que ce type de mouvement Solidarnosc, qui a abouti quand même à des réussites et à des choses acquises, négociées et voilà, est-ce que ça peut être une inspiration, ou est-ce qu'à l'inverse, en voyant les ressorts qu'ils ont utilisés, les ressorts que par exemple le mouvement des Gilets jaunes avec la violence en premier lieu a utilisé, on comprend que ça n'a pas du tout été à la même hauteur. Évidemment, c'est pas comparable parce que communisme, parce que Union soviétique, mais si on se limite au côté caractéristique des mouvements sociaux. Bon, je crois que la comparaison serait vraiment artificielle. C'est pas la comparaison que je cherche, c'est les ressorts. Alors, et même les ressorts. D'abord, Solidarnosc, on l'a dit, même si c'est, je mets peut-être un peu plus l'accent que Kostek dessus, c'est un mouvement social ouvrier. On est dans une société profondément industrielle. Il faut bien voir qu'on est en Pologne en 80. C'est quand même, il y a des énormes usines, il y a des forteresses ouvrières, si j'ose dire. Enfin bon. Et donc, le cœur de la vie collective, il se joue là. Aujourd'hui, quand on prend les gilets jaunes, ils sont dans la rue, ils sont sur les ronds-points. Ils ne sont pas dans les entreprises. Et donc, le mouvement gilets jaunes n'a pas cette capacité à naître dans ce lieu si particulier où l'on travaille, où l'on produit et où on fait vivre l'industrie. Oui. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le mouvement Solidarnosc a su s'organiser, et c'est quand même extraordinaire, même avec toutes les limites qu'on peut entrevoir. Mais enfin, voilà quand même un mouvement qui part de rien, ou presque, et qui se dote de tout un dispositif de négociation, de décision, y compris, ça devient local. Consultation. C'est dans l'hôpital où tu travailles, etc. Bon, les Gilets jaunes ont refusé ou étaient incapables de décider quoi que ce soit quand il s'agissait de s'organiser, d'avoir des leaders, de négocier. Ils ne voulaient pas négocier. Solidarnosc, je voulais toujours négocier. C'était des démocrates. Les Gilets jaunes, de ce point de vue, c'est un mouvement qui n'a pas su vraiment aller dans ce sens-là. Donc la comparaison serait difficile. Et je voulais faire aussi une autre comparaison, si vous m'y autorisez, avec l'Ukraine d'aujourd'hui. Mmh. Parce que ce qui se passe en Ukraine mérite aussi qu'on y réfléchisse. En Ukraine, d'une certaine façon, il s'est passé quelque chose de très intéressant. C'est un pays qui a construit en grande partie son identité nationale. La Pologne, son mouvement naît en s'appuyant sur cette identité catholique et polonaise. En Ukraine, le sentiment national, au départ, me semble-t-il, est bien moins fort qu'à l'arrivée. Et non seulement il est bien moins fort au départ qu'à l'arrivée, mais à l'arrivée, il est pour l'instant, ça peut changer, assez largement ouvert, parce que l'ennemi est à l'extérieur. Mais voilà, donc on peut réfléchir comme ça, vous voyez, le côté national, le côté social, mais je ne mettrai vraiment pas, je n'essaierai pas de lire ce qui s'est passé en France avec les Gilets, et pas davantage, et Dieu sait que j'étais de ce côté-là pourtant, pas davantage avec le mouvement sur les retraites. Oui. On a eu un mouvement une action de très puissant pendant plusieurs mois, mais c'est un mouvement qui ne visait pas très haut, si je peux dire. C'est un mouvement qui disait on ne veut pas de cette loi. Mais ce n'est pas un mouvement qui disait il faut en finir avec cette domination. Moi, j'y vois quand même quelque chose, en tout cas dans ce qui avait démarré sur les Gilets jaunes, les ronds-points, vous l'avez dit, c'est dans cette population qui n'est pas visible par les pouvoirs publics, donc là évidemment communisme, et qui se trouve quelque part des raisons qui étaient un petit peu peut-être trop artificielles et pas assez structurées, de se regrouper dans cette espèce de fraternité que vous avez, comme si d'un coup il y avait cette envie et ce besoin de trouver tous ensemble, et pour une raison, c'était la taxe carburant, l'augmentation de taxe carburant, qui était un peu artificielle, mais qui a sonné ce déclic d'une espèce de masse fraternelle qui n'a pas pu fonctionner à terme. Alors ça m'a frappé en Pologne. Moi, je connaissais les travaux de sociologie, un tout petit peu de la sociologie polonaise. Il y avait un sociologue qui s'appelait Nowak, qui disait la Pologne, c'est très facile. C'est la nation et la famille et l'individu, et puis il n'y a rien d'autre. Et d'un seul coup, tout le pays découvre, comprend,
et avec une intelligence incroyable. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, la presse n'était pas libre. Enfin, c'était pas évident. D'un seul coup, c'est comme si le voile s'était déchiré entièrement. Et avec les Gilets jaunes, il y a eu un petit côté comme ça. Après tout, on a commencé à parler des déserts, de ces villes où il n'y a plus d'hôpital, de des cas, petites etc. villes ou villes moyennes. Il y a eu une certaine prise de conscience dans l'espace public qui jusque-là n'était pas entendue, des choses n'étaient pas comprises, perçues. Ça, je vous concède. Oui. Votre regard, vous, sur nos mouvements sociaux qui sont un peu moins non, glorieux, qui ne sont pas à la hauteur. Il y a un élément commun. Je suis d'accord avec Michel dans la dissimilitude des mouvements, mais il y a un élément commun, c'est qu'il ne faut jamais prendre les laissés pour compte pour des laissés pour compte. Que même dans des populations humiliées et persuadées qu'elles ne peuvent pas changer la vie, il y a un potentiel qui, quand il se relève, il peut être très puissant. Nous avons vu ça pendant le printemps arabe. Et nous avons regardé le printemps arabe de Varsovie avec un espoir immense. Seulement que ma première réaction à ces photos de Tunisie, du Caire, était « Où sont les tracts ?» Vous avez vu ça dans le film. Toutes nos manifs étaient pleines de papier imprimé. Et on m'a expliqué que je suis vieux jeu, maintenant ça ne se passe pas comme ça se passe sur Twitter, etc., etc. Et je demandais, bon, et ceux qui n'ont pas Twitter, qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'un élément crucial de notre succès, c'était la feuille de papier imprimée. Ce n'est pas la même chose que l'écran d'un ordinateur. Il m'est très difficile de m'imaginer une démocratie qui fonctionne sans le débat. Le débat s'organise autour de la feuille de papier imprimée. L'écran d'ordinateur, ça peut servir à une personne ou deux. Le tract, ça se passe, ça se discute, ça s'engueule. Et ça crée le mouvement. Bon, c'est peut-être mon côté de journaliste clandestin. J'ai fait 8 ans de presse clandestine, donc j'ai des très fortes préférences là-dessus. Mais le fait que nous avons pu briser le monopole d'information de l'État, que selon les estimations du pouvoir communiste à l'époque, pendant les années 80, au moins 4 millions de Polonais avaient accès régulier à la presse clandestine. Nous avons publié dans mon journal une information d'un procureur de Płock, une ville en province, qui a informé son personnel que s'ils font des fouilles à la maison, dans un cas criminel, pas politique, et ils ne trouvent pas de littérature clandestine, ils doivent assumer qu'on a prévenu les habitants. C'est-à-dire, ce n'est pas normal de ne pas découvrir des publications clandestines dans une maison polonaise quelconque. Et je pense que ça, c'était un des éléments fondamentaux de notre victoire. Et ces tracts me manquent. Ce débat autour d'une feuille imprimée me manque. Il me semble... Bon, bien sûr que ça va être compensé par d'autres formes, etc. Mais pour le moment, je pense que c'est une perte nette pour le mouvement démocratique. Et une autre histoire qui m'a très surpris. J'étais actif pendant longtemps en Birmanie en soutenant les démocrates qui luttaient contre les généraux. Et quand il y a eu la révolution de Safran en 2008, vous vous souvenez peut-être, qui finalement s'est soldée par un échec, il y avait un risque de massacre. Je suis réussi à organiser le seul document signé par Jaruzelski, Wałęsa et Mazowiecki, le seul document qu'ils ont signé tous les trois, un appel aux généraux pour qu'ils ne massacrent pas les gens. Et on m'avait dit qu'en Birmanie, ça a fait très grande impression, non pas le texte, personne ne s'intéressait au texte, mais les petites notices d'information sous les noms des trois signataires. Alors, général Jaruzelski, leader de la junte militaire qui essayait d'écraser Solidarność, maintenant officier à la retraite Varsovie.
Lech Wałęsa, ancien prisonnier du général Jaruzelski, leader du mouvement Solidarność qui avait aboli le régime du général Jaruzelski, maintenant électricien à la retraite, Gdańsk. Tadeusz Mazowiecki, ancien premier conseiller de Lech Wałęsa, ensuite son contre-candidat aux élections présidentielles, maintenant journaliste à la retraite, Varsovie. Et cette information qu'on peut être ancien chef de la dictature militaire à la retraite, que ça finit pas par être pendu ou exécuté, et qu'on peut même signer un document avec l'ancien leader du mouvement qu'on a failli écraser à la retraite lui aussi, ça donnait une perspective complètement nouvelle sur l'avenir des participants du conflit. Et alors, oui. Je voulais juste ajouter une toute petite chose, mais qui va tout à fait dans le sens de ça et de tout ce dont on a parlé avant. Jaruzelski, après tout, il aurait très bien pu dire « je fais venir les Russes tout de suite, les Soviétiques ». Bon, il aurait pu, il ne l'a pas fait. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait eu des débats intéressants autour de ce fait-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que Jaruzelski, chef d'un État à la botte de Moscou, essaye peut-être d'éviter le pire. Et je pense que la conscience nationale existait chez lui aussi, et que c'est toujours intéressant donc, de voir que les gens sont parfois plus compliqués que ce que l'on peut croire. Oui, ceci dit, le seul moment pendant toute la période communiste quand les Russes n'auraient pas pu envahir la Pologne, c'était justement le 13 décembre 1981 quand Jaruzelski a fait son coup et toute l'armée polonaise était disposée sur le territoire national en ordre de bataille avec des vraies munitions. Si le général Jaruzelski, au lieu de faire son discours sur les extrémistes de Solidarność et les dangers que ça posait à l'avenir de la nation, aurait dit « Chers compatriotes, j'ai mobilisé l'armée pour prévenir une possible intervention russe. Que tous les vrais patriotes polonais se rangent à mon côté. J'appelle à la Solidarność, j'appelle à l'Église. » On aurait eu un franquisme à la polonaise. Jaruzelski serait mort comme caudillo à vie de la République catholique de Pologne. Et moi, je serais toujours dans une cave à produire des tracts. C'est pas mal, puisque vous cherchez les tracts maintenant. Les tracts. Si on refait, alors on a été dans les années 80, on se remet maintenant un petit peu aujourd'hui. Après la fin de ce mouvement, la présidence de Lech Wałęsa, et puis les années qui ont suivi, des élections récentes, un petit état des lieux justement politique de la Pologne, sociale aussi, d'aujourd'hui. On était le premier pays à virer les communistes et le premier pays à les réélire démocratiquement. Parce que moi, mes copains, on a pas mal gâché la gestion du pays et les communistes existaient comme seule alternative. On les a virés par la suite, on les a revotés et finalement, on a pu s'en débarrasser. Et au bout de 16 ans, ils sont transformés dans une force réellement démocratique. Et on était aussi le troisième pays après la Slovaquie et l'Hongrie à élire des nationalistes populistes autoritaires. Et ça a plu à une bonne partie de la société. Nous restions très forts sur l'impression que nous avons fait sur nous-mêmes, que nous sommes tellement des braves démocrates héroïques qui ont abattu le communisme que rien de mauvais ne peut nous arriver. Non, une partie de la population était plutôt satisfaite de vivre sur ce régime qui mettait tout le monde à leur place, les femmes, les minorités, les dissidents, les opposants. On est tous des braves Polonais catholiques nationaux et si quelqu'un ne l'est pas, qu'il regrette et qu'il se taise. Et à bout de 8 ans, on a pu les mettre à la porte. Ce dimanche, pendant les élections parlementaires, on a pu changer de cap.
encore que, oui, je vois Jacques qui me supplie de ne pas entrer dans les détails de la situation politique polonaise actuelle, encore que, même s'ils ont perdu le pouvoir, si le seul changement qu'il y aura est que l'autre moitié du pays sera maintenant aussi malheureuse que ma moitié l'avait été pendant 8 ans, bon, franchement, je préfère, mais pour le pays, c'est pas tellement encourageant. Il faut retrouver une idée que pourrait rejoindre les deux moitiés qui sont en guerre civile froide, retrouver une nouvelle solidarité, sinon nous retomberons dans le même piège. Michel, sur la situation polonaise. Alors, bon, je connais beaucoup moins bien, donc ce que je vais dire, je le dis avec la plus grande prudence. Après 90, on s'était débarrassé du communisme politique, mais il restait un modèle économique qui était quand même très inspiré du modèle soviétique. Et à ce moment-là, un petit peu, j'exagère, de la même façon qu'en France, certains ont dit qu'il faut faire un tournant de la rigueur. En Pologne, on a dit il faut faire appel à M. Balcerowicz, il faut faire appel aux gens qui vont nous aider à démanteler le système économique soviétique au profit d'une économie très libérale. Et je pense que ce qui s'est passé ensuite a beaucoup à voir avec les dégâts de cette politique économique qui a été voulue en partie par des gens issus de Solidarność. C'est ça qui est très compliqué, hein, parce qu'il fallait débarrasser le pays de l'économie administrée de type soviétique, mais le résultat, ça a été ce qu'on peut appeler les dégâts du libéralisme. Et que ça a fabriqué de l'extrémisme, ça a fabriqué le PiS et toutes ces choses-là aussi, et que c'est comme ça que moi je lis ce qui s'est passé dimanche dernier en Pologne. On est peut-être en train d'entrer dans une nouvelle phase où on va vouloir jouer la carte de l'Europe beaucoup plus, où on ne voudra plus des recettes à la Balcerowicz et où les politiques sociales ne seront plus seulement les politiques démagogiques du PiS qui dit dès que vous avez 3 ou 4 enfants, vous avez droit à beaucoup d'argent, etc. Voilà. C'est le point sur lequel je voulais insister, c'est que sortir du communisme, c'était aussi libérer l'économie et que cette libération a été catastrophique. Donc, on peut rester sur cette note un peu positive des élections de dimanche dernier. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une question, s'il y a. Quoique, parce que je suis entièrement d'accord et je vous remercie beaucoup pour ces analyses que je partage. Non, je me souviens très bien d'être allé faire à plusieurs reprises des conférences en Pologne, et notamment à Gdansk. Alors tout d'abord, évidemment, à l'époque, j'avais forgé le mot à propos de l'art, de réalisme catholique, étant donné qu'il y avait des statues du style réaliste soviétique absolument partout. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux insister. Je voudrais vous faire part, non pas d'un étonnement, car ça ne m'a pas vraiment étonné, mais de quelque chose qui a été pour moi, par rapport à Solidarność, une sorte de mais, but, il faut le soutenir, but. C'est de voir devant le portail qui donne accès au chantier naval, là où on aurait attendu, dans le beau style, le réalisme socialiste, des ouvriers brisant leurs chaînes, enfin de ce genre de choses, 3 croix. 3 croix, dont une immense pour le Christ et 2 autres de taille inférieure pour chacun des 2 larrons. Et là, je me suis dit, merde, il y a Solidarność, mais il y a la Vierge Noire. Et là, franchement, et j'ai pensé, je terminerai là-dessus, à des textes magnifiques pour moi de Jean-François Lyotard, qui ont été réunis dans quelque chose qui s'appelle
ça a été en livre, La guerre des Algériens, où, je résume un des textes, où Lyotard disait « Il faut soutenir le FLN jusqu'au bout. Absolument. Mais je n'ai aucune illusion sur ce qui va se passer. » Et je me suis dit « But !» Merci beaucoup. Oui. Cossec dira certainement des choses. Mais ce que dit Françoise, Adam Michnik l'a compris dès les années 70. Et Adam Michnik a publié un livre très important, qui a été traduit en français, qui s'appelait, je crois, en français, L'Église et la gauche, dans lequel il dit en gros, on a pris l'habitude, nous autres à gauche, de considérer que l'Église, c'est la catastrophe, c'est ce dont nous ne voulons pas, etc. Mais nous n'en sortirons que si nous faisons une véritable alliance avec l'Église. Et donc, je crois que la question dont tu parles a été pensée politiquement dès ces années-là, mais c'était un renversement énorme de dire, nous autres à gauche devons travailler avec l'Église et non pas contre. Le mot de la conclusion. Non seulement une alliance politique, mais aussi la reconnaissance du fait que l'Église était l'ère spirituelle de liberté pour l'immense majorité de nos citoyens. Et ça prouve quoi? Que merde, mieux vaut être prisonnier du communisme que se libérer dans le catholicisme. Bon, c'est pas pour moi, je suis juif, de vanter les avantages du catholicisme, mais j'étais présent sur la place de la Victoire à Varsovie en 79, quand le pape est venu la première fois après son élection. Et la phrase qu'il a eue là, qui a été citée dans le film « N'ayez pas peur », c'est une citation inexacte. Ce qu'il a dit « N'ayez pas peur, vous n'avez pas droit d'avoir peur ». Et ça pourrait être exprimé seulement dans un langage catholique religieux. Et qui que nous soyons, et quelles que ne soient aussi les fautes du pape, là, nous lui devons reconnaissance. On finit avec le pape, hein, quand même. On parle de bien Pologne. sûr. Merci beaucoup, en tout cas, c'était vraiment intéressant. Merci à tous et à tous de nous d'avoir participé à ce débat. Merci. Je remercie Émilie et je suis très très content et je trouve que cette table ronde a été exceptionnelle. Je ne remercie pas les CRS qui coupent la route. Et je vous donne rendez-vous demain au musée d'histoire naturelle avec sur un autre terrain, la liberté chez les animaux, et un rendez-vous avec la liberté et Frank Zappa. Vous voyez, c'est tout à fait autre chose. C'est à la Cité de la Musique. Eh bien, bonne soirée, rentrez bien et merci beaucoup à tous.